Merci d'être présent ce soir à 17h, 7h tardive, mais vous avez bien fait d'être là parce qu'il y a une session très intéressante et très importante qui vous attend. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir l'équipe de Co-Create Humanity. Voilà, ONG nouvellement créée sur une thématique fondamentale qui est la santé mentale des acteurs humanitaires et dont ils vont vous parler de manière très extensive ce soir. Pour nous, c'était très important d'avoir ce partenariat avec Co-Create Humanity. Donc Bioforce va s'engager de manière durable avec Co-Create Humanity, notamment et pas seulement par l'intermédiaire de Denis Ricard, ici présent, qui est membre du conseil d'administration de Bioforce et qui est à la fois aussi membre du conseil d'administration de Co-Create Humanity. Donc voilà, les liens sont déjà tissés, sont très forts. Donc voilà, pour nous, c'était très important de parler de cette thématique, de vous parler de cette thématique dès maintenant. Ça fait partie d'une préparation au départ, ils vont vous en parler. Denis va vous présenter un petit peu la session, mais avant ça, je voulais du coup vous présenter, j'ai l'honneur de vous présenter les membres de Co-Create. Donc Hélène, ici présent, Sébastien et Christophe. Yes, I did. Voilà, et donc Denis Ricard, membre du conseil d'administration, encore une fois, du coup, des deux organisations. Voilà. Donc, ils vont vous dire que ça commence par une vidéo un petit peu difficile. Ils vont vous expliquer tout ça. Mais voilà, soyez attentifs parce que voilà, c'est pour nous une thématique, encore une fois, très importante et qui fait vraiment partie du package à avoir en vue de vos futures missions. Denis, je te laisse la parole. Okay. Merci. Donc, comme le disait Gilles, moi je suis membre du CA de Bioforce, mais je suis membre du CA de Bioforce en tant que représentant des diplômés. Donc en fait, je vous représente, du moins dans quelques années, quand vous serez diplômé. Et c'est surtout à ce titre-là que j'interviens au sein du CA et que j'essaye, modestement, d'orienter vers ce qui me semble être l'intérêt des diplômés. Voilà. Donc j'ai rejoint les amis de Co-Create Humanity parce qu'ils travaillent sur une thématique, donc tout ce qui est le soutien psychologique aux humanitaires, thématique dont j'ai pu rencontrer les besoins sur le terrain, pas forcément à titre personnel, mais du moins dans mes équipes. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément grand-chose qui correspondait aux besoins qui étaient encore en place. Donc, Co-Create Humanity va travailler sur plusieurs sujets, donc Gilles en a déjà parlé, un petit peu ce qui est en amont, ce qui pourrait rentrer dans un cadre de formation. Il travaille aussi ce qui est l'accompagnement sur le terrain, c'est-à-dire quelqu'un qui a un problème sur le terrain, qui veut discuter, et ben, il peut trouver un père humanitaire qui est formé au soutien psychologique, qui est indépendant de votre employeur, et qui peut vous écouter quand vous en avez besoin. Et puis ensuite, malheureusement, s'il y a besoin, après un retour difficile, ils peuvent aussi vous fournir un accompagnement. Donc je ne vais pas aller plus loin que ça. Si tu as parlé de la vidéo, je dirais que vous allez voir une vidéo dans laquelle effectivement il y a des témoignages de gens qui ont subi des situations un peu difficiles, voire très difficiles. Certaines de ces personnes sont ici aujourd'hui. Heureusement, ce n'est pas ce qui attendent tous les humanitaires sur le terrain. On peut faire des missions qui se passent très bien, ça arrive aussi. Mais malheureusement, il faut savoir que de temps en temps, il peut y avoir des problèmes. Donc autant savoir ce qui est arrivé et comment est-ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a aujourd'hui pour essayer d'accompagner les gens quand ils ont une difficulté sur le terrain. Dans les difficultés, il n'y a pas forcément que des difficultés, il y a une attaque, un truc absolument abominable. Il y a le simple burn-out qui existe de partout, qui sur le terrain est un facteur, je pense, c'est un des plus gros facteurs de problèmes mentaux sur le terrain, du moins ce que j'ai pu voir. Et c'est une chose aussi qu'ils essayent d'accompagner, donc ne serait-ce qu'à ce titre-là, c'est super intéressant. Voilà, je passe le micro à Hélène. Bonsoir à tous, et merci d'être là, ça fait du bien de voir les gens en vrai. On fait régulièrement des conférences, des ateliers, toujours par Zoom.
à cause de la situation sanitaire, donc on est très très heureux d'être là tous les trois. Donc Co-Create Humanity est une association qui est récente, qui a été créée en août 2019 à Genève. Pourquoi est-ce qu'on a créé cette association? Donc, comme le disaient Denis et Gilles, on s'est rendu compte qu'au niveau organisationnel, il y avait certaines prises en charge qui étaient faites, mais peut-être pas de manière adéquate. Et on a décidé de faire quelque chose tous les trois. C'est nos 3 expériences traumatiques qui nous ont amenés à créer cette association. Donc, on l'a vraiment créée avec nos tripes, si je puis dire. C'est ce qui fait que ça marche aujourd'hui. Il y a eu un gros décollage de Co-Create Humanity pendant le confinement. On a beaucoup communiqué sur qui on était. On est une communauté de pairs humanitaires. On ne se substitue pas à des professionnels de la santé mentale, mais on relaie à tout un réseau de gens qui sont formés dans la santé mentale, dans le bien-être psychosocial. Mais on est ce premier sas de décompression où les gens peuvent venir se confier à des pairs et ensuite être relayés. Donc je vais passer le micro à mes collègues et après on vous passera donc cette petite vidéo qui est un petit peu difficile, qui ne dure que quelques minutes. Il y aura aussi une présentation et on clôturera avec une autre vidéo qui justifiera, enfin qui ne fera que corroborer pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui. Donc merci pour votre présence ce soir. Thank you, Helen. I will speak in English to you tonight. I understand that you all understand it very well, and anyway, when you go out to the field, you will be faced with not just bilingual but multilingual groups of people to work with. So, but anyway, I mean, if anything is not clear, maybe just let me know, and we'll, you know, make translations. So my name is Christoph. And I have started working in the humanitarian field in 1989, so quite a long time ago. I haven't been in the field all the time. I've actually spent only about a bit more than 6 years in different places around the world, and maybe later I'll have an opportunity to tell you a bit more. I had an experience, and I had a very long recovery time, which gave me a lot of time to think about how we can do things differently. And some of it I would like to share tonight, mainly in terms of well-being, but also in terms of, you know, how we approach humanitarian work. And as Helen said, we will have a presentation first. The second part will be question and answers, and you know, I'm looking forward to I'm curious to know, you know, to hear your questions that you have for us, and if you know, see something here which is maybe not so clear, we're happy to go deeper into that particular subject. So, here's Seb. Merci Christophe. Je voulais d'abord remercier Bioforce, Gilles et Denis. Et franchement, bon, je ne connaissais pas très bien Bioforce avant. Mais ce que j'ai pu en voir, grâce à tout ce qu'on m'avait montré et expliqué, c'est que c'est vraiment une préparation au terrain que je trouve géniale. J'aurais aimé avoir un truc équivalent avant de partir, je dois dire, pour être tout à fait honnête. Et oui, la vidéo qui va arriver, elle peut avoir des choses qui ne sont pas très jolies. Mais il faut quand même se rassurer, ça concerne vraiment un petit nombre d'humanitaires. Et c'est très orienté par la Croix-Rouge, parce qu'on vient de là. Comme Christophe, j'ai passé 18 ans sur le terrain avec le CICR. Principalement sur zone opérationnelle, donc malheureusement CICR, ça veut dire des zones de guerre, mais ce n'est pas la majorité du travail des humanitaires, c'est vraiment un tout petit pourcentage, heureusement. Mais malgré tout ça, cette expérience sur le terrain, c'est quelque chose qui c'était merveilleux, je ne veux pas dire autrement, même si ça a été très dur, mais le but c'est pas de faire peur aux gens, ou de décourager, ou de faire, je sais pas, un concours d'histoire la plus terrible, non. C'est vraiment d'améliorer ce qui existe déjà. Mais avec Bioforce et la formation que vous avez, moi je dis déjà chapeau. Ouais, si. C'est My story is the injury I received when the hospital was attacked. When 6 of my colleagues died, when
I was shot. I felt shattered. I felt broken. For many years, I lived a life where I just felt, okay, you know, I feel like a being of glass, and if I do the wrong thing, then you know I'll break again, I crack. Quand je suis sorti de la voiture, le militaire m'a agrippé, m'a mis par terre, a posé son arme sur ma tête et m'a forcé à regarder le viol de ces 3 gamines. Ça a duré un petit moment. Et à chaque fois que j'essayais de fermer les yeux, ben, ce type me les a rouverts pour être sûr que je regarde jusqu'au bout. Après un certain moment, le colonel qui commandait ce checkpoint est venu vers nous. Je dois dire qu'à ce moment-là, j'ai pensé, ben ouf, ça va s'arrêter. Ben non, ça s'est pas arrêté. Le colonel avait trouvé ça excessivement drôle, de me voir par terre, de voir tout ça. En plus, ces gamines n'avaient jamais vu de blanc auparavant, donc en plus de leurs cris après, ben, ils ont forcé ces gamines à toucher mon bras, ce qui est poilu. Naturellement, bah, j'ai rien pu faire. Ce qui était le plus pénible et douloureux pour moi, c'est que c'est la remarque de notre supérieur quand on est arrivé avec la voiture, où tout le monde nous a demandé ce qui s'est passé. J'ai essayé de raconter en quelques mots ce qu'il y avait eu. Et la phrase qu'elle a dit comme quoi, mais oui, bon, mais quand même, vous auriez dû ramener les enfants. On n'a pas pensé à échanger la voiture ou le carburant contre ces gamines. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, cette culpabilité, je me sens très coupable vis-à-vis de ces filles. Je ne suis pas encore sorti. Et puis, toutes ces années, il faut vivre avec ça. There was nobody there who could just tell me, okay, now you do this, you do that, and you'll be better. There is a lack of, I would say, accompanying people after, when they come back from the field, or even when they are on the field. I think the organizations don't care so much about that. You do your job, and then after that you quit, and no one is here. On ne peut pas en parler. C'est considéré comme quelque chose de négatif. Voilà, on n'a pas été à la hauteur. On est quelqu'un de pas très fort. On parle toujours des principes, le principe d'humanité, mais si on n'est pas capable, avec les gens avec qui on travaille, d'abord d'être à l'écoute, de se comporter bien, d'avoir du plaisir à être ensemble, je pense qu'on passe vraiment à côté de quelque chose et je vois pas comment on peut avoir d'humanité pour un bénéficiaire qui n'est pas de la même culture si on n'arrive pas à être bien avec ses collègues. You can help people much better if actually you feel well. Now I'm very well, but I had to work hard in order to reach this point, which means trying to express what I've been keeping inside me during all these missions. Co-Create Humanity is all about trying to give other people the support that I wished I had so many years ago. Ça va? Auchan. Cette année pour Noël, mettez le paquet sur les jouets avec Auchan. So, does it work? Yes. After this start, we'll have a little bit of a presentation, which we have prepared to explain a little bit to the general public of what we do. Because humanitarian aid work it's not something, I mean, a lot of people have a very idealistic idea of what humanitarian aid work can be. But we have been there, you are going into it, and maybe you already have field experience, I don't know. But what you probably picked up from this little video is that we wish
that everybody gets the support to be able to deal with the impressions that we get. So we have developed some ideas on how we can do that, how we approach that, and we would like to basically walk you through that with that presentation, and then as we said at the end, we're open to some questions and maybe we can discuss some aspects a bit more in detail. All right, so that is our beautiful logo, our name. Let's switch on to the next one. Who speaks French? Can maybe quickly read that? Co-Create Humanity est une communauté de pairs humanitaires qui fournit et favorise les solutions intégrales, psychosociales et holistiques pour des travailleurs humanitaires en bonne santé, inspirés et efficients à travers le monde. So you're going to explain that. So yeah, we're going to explain that a bit more. You know, for when you set up an organization, when you have to present yourself, you have to make these little sound bites, and this is really our sound bite. I call it a purpose statement. And if you look, I think every organization probably has one of those. Next. As I said, to the general public, we often have to explain what humanitarian work is, who works there, what kind of organizations, etc. I don't think I have to do that with you. I think you probably know a lot about this already. Maybe just one number. There is probably 500,000, 500,000 and more humanitarian workers around the world. Many of them in local contexts, probably only about 10% being international workers deploying from like Europe, Northern America, etc. into the different contexts like us. Next. This is also just the statistics. Sorry, it's not updated. It goes back to 2015, 7 years ago, but unfortunately the numbers are the same. It means that the work out there is not without danger. There is incidents, you know, given that there's 500,000 people working out there and we have like 400, 500 incidents, it's maybe not such a big, you know, impact. But of course, every incident has a little bit of a ripple effect. Even if we are not there, maybe sometimes we know of people who have been there. Maybe we see pictures in the media, etc. And they can have an impact, okay? And what we work with is how do we best deal with those kind of impacts. Next. And the impacts I'm talking about, or we are talking about, have to do with trauma. They have to do with burnout. And by the way, burnout is something which is very common, not just in the humanitarian context, but it actually happens everywhere at many workplaces. And it has to do with stress. And everybody is impacted by stress. A certain amount of stress can be healthy because it keeps us up on our feet. And sometimes stress is too much, and then we need to find constructive ways of how to deal with stress. Next. La mémoire. La mémoire, ça ne doit pas être quelque chose qui fait peur, mais c'est aussi un tabou dans beaucoup d'organisations. Malheureusement, dans notre carrière, on est souvent confronté à des accidents ou simplement des collègues qui disparaissent suite à des maladies, le Covid en est un. Et ce qui manque dans beaucoup de monde, et ce qui est pour nous très important, c'est de ne pas les oublier. Parce que souvent, une urgence chasse l'autre. Donc on part en mission, il y a un truc qui se passe, il y a un accident, il y a Dieu sait quoi, on rentre, il y a une nouvelle une, et puis les années passent, et tous nos collègues disparus, que ce soit des employés locaux ou expatriés, on ne fait pas la différence. On est tous humanitaires, on est tous ensemble. Et ce qui m'a beaucoup frappé sur le terrain, c'est on ne pense pas aux familles. On les oublie un peu vite aussi, tout cela. Ce n'est pas seulement nos collègues. Et qu'est-ce que ça coûte des fois de revenir une année après, 3 ans après, ou chaque année de dire, bah oui, il y a une année, c'était Ali. Il y a une année avant, c'était le Koudou, c'était tous nos collègues, on ne les a pas oubliés.
Et ce devoir de mémoire, je trouve qu'il est, il est essentiel pour aller bien, pour que les choses se passent le mieux possible. C'est jamais facile, c'est toujours un peu tabou, mais on ne doit pas les oublier. Et souvent, ce que j'ai pu constater moi-même, les familles n'attendent pas de l'argent ou je sais pas moi, mais un simple merci et de dire bah oui, on vous a pas oublié. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, mais c'était nos collègues, on a travaillé ensemble, on vous oublie pas. Donc ce devoir de mémoire, il est important. Et surtout, au sein de l'association, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place par des concerts, par des événements. Mais bien avant tout ça, c'est déjà dans notre quotidien de ne pas oublier. So you probably picked up that the things we're talking about have to do with mental and emotional well-being. Now, this is, in addition to physical well-being. Now, medicine, dealing with disease, dealing with physical injuries, is something we know very well. It's something which is very accepted in our society. We have hospitals, we have ambulance services, we have a medical system, etc. But when it comes to the invisible part of well-being, like what we talked about before, burnout, stress, trauma, we are not really that well equipped yet in our society to talk about that. Yes, we have psychologists, yes, we have therapies, we have different kind of things. But I have discovered on my own path that there is actually lots and lots of different things that can be done. At one point I engaged in something called art therapy, which meant there's a group of people guided by a person who was probably trained in a method, but basically what we did was we had a bit of a meditation, concentration of a couple of minutes, pondering maybe some sort of a statement, and then we would sit down and we would draw pictures that just arise from the inside. And I found it was amazing what kind of difference it makes. And yet this is a method which is not actually very well accepted or very well known. And there's many other methods out there. Working with animals, for instance, there's all kinds of different body work. You probably know about yoga, etc. All of them, they have healing effects. And yes. Yeah, because Helen did something very interesting, I think, which she would like to share with us. But anyway, what I wanted to say is that with Co-Create Humanity, we want to expand those borders. We want to make this kind of information accessible. We want to make sure that you find the information that is actually there, the methods that are there for you to work on your well-being. And it doesn't mean that you need to be injured, but I think there are lots of things we can do preventatively already to better be able to deal with the things we are confronted with, especially when it's, difficult things we see in the field. Donc pour reprendre un petit peu ce que dit Christophe, c'est vrai qu'on a une approche où on ne part pas du principe qu'il n'y a que la médecine conventionnelle qui convient à tous. On ne peut pas appliquer une seule méthode à tous les individus. Donc on a décidé d'ouvrir un petit peu le champ des soins. Donc aujourd'hui, dans le réseau qu'on répertorie depuis 2 ans et demi, on a de la médecine intégrative, on a des soins holistiques, parce que c'est très très important de s'adapter à la personne qui est en face de nous. On part du principe que chaque individu est unique, chaque individu a son trauma, et chaque trauma a sa voie propre de guérison. Et c'est seulement avec cette humilité qu'on arrivera à aider les gens.
on se rend bien compte, nous, pendant les soutiens de pairs que l'on peut avoir, que quelqu'un qui débriefe avec nous, déjà, on accorde énormément de temps à ce débriefing. On n'a jamais le regard sur la montre. Donc, en général, ces débriefings durent 2 heures, 4 heures, des fois 5 heures. Et les gens arrivent à nous dire ce dont ils ont besoin. Pas tous, bien sûr, que chaque cas est différent, mais les gens savent à peu près vers quoi ils veulent s'orienter. Il y en a, en tout cas, ils refusent littéralement d'aller voir un psychologue ou un psychiatre qui n'a pas la connaissance du contexte humanitaire. Donc la spécificité du réseau que l'on rassemble aujourd'hui, c'est que tous les gens connaissent le contexte humanitaire. Pour nous, c'était une condition sine qua non que la personne qui se poste face à quelqu'un pour se livrer, que la personne soit au courant, connaisse le contexte dans lequel les travailleurs humanitaires évoluent. Donc je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus parce que c'est quelque chose qui a pu être aussi un point bloquant vis-à-vis des organisations qu'on a approchées, puisque pour eux il n'y avait que la méthode conventionnelle qui primait. Or on arrive à faire des brèches, ce qui est le cas très récemment avec le CICR, puisqu'on en vient tous les trois. On a présenté la méthode du professeur Alain Brunet qui a notamment beaucoup aidé les hôpitaux de Paris après les attentats du Bataclan, qui a formé des psychiatres et des psychologues après les explosions au Liban. Ouvrir à plusieurs méthodes pour prendre en charge le trouble de stress post-traumatique, le burn-out ou le stress, mais on voulait mettre l'accent là-dessus. Voilà. I also tried to explain a little bit and show the different approaches. Now, there's never just one solution to a problem. It's not just that there's many different methods that we can apply, but there's also things that we need to do individually and things that we need to do collectively. There's things that we need to do, and there's things that we have to do around us with the outside world. I try to put that down here. Okay, here's maybe a bit the philosophical approach of that. If we go to the next slide, I try to make it a bit more practical. So directly when we work with the individual, one of the things that we do is what we call peer support. Peer support, individual peer support sessions where we invite people to come, where we sit down, where we talk, where we listen. We listen, the person that comes to us talks. It's a briefing, a debriefing, a conversation, it can be a coaching, etc. It's what we just call a psychosocial support. And we discovered that a very important part of that process is actually being able to tell our own story. And you may think this is something very obvious, but for one thing, we need to learn how to tell our own stories. And I have experienced myself, not everybody is actually willing and open to hear my own story. So one of the things which you realize is that it's actually important to be in a context with a group of people that is actually open and willing to listen and to hear. That's where we get here to the collective part of our inner life, where we are with people who have a shared background. That's why what we do is we organize events, get-togethers, and of course since COVID what happened is that we had to go online, which had disadvantages of course, but also an advantage, because in the beginning we started in Geneva. We decided what we do is we have a Humani Cafe, means every last Friday of the month we meet in a restaurant, the Italian restaurant, have pizza, wine, whatever, food together and talk. And then suddenly that was cut and we decided, okay, what do we do now? So we went online, a similar format, except that now we had people from all over the world connecting. And I think this is a big step in our evolution from being very much concentrated on the people around us to opening up.
to the big community that is out there. Now, the other thing which I already pointed towards is this section here, which is having access to information. In my experience, it was so difficult to actually find my own way. It took me such a long time to discover things because there was just nobody there who could tell me. There was no resource, no directory, little knowledge. And nowadays, PTSD, post-traumatic stress symptoms, is something very well known, but 25 years ago, it wasn't. It was even difficult to find a psychologist who knew what PTSD was. Now, what we do as Co-Create Humanity, at least once a month, we have a webinar where we invite expert speakers to talk about issues like trauma, PTSD, burnout, stress, intergenerational trauma. Pardon? Yes, or experienced aid workers who share their experiences and so on. And we're still on the way of finding out what other themes there are that we should be talking about. Those are webinars, of course, which are taking place with a lot of people. We then decided that there needs to be an alternative format, which we call the Humani Atelier, where we have a small group of people, and there we engage in a more experiential thing. Like we had one on art therapy, we had one on sophrology, we had one on hypnosis, where you actually engage. You're being shown, yeah, you get a taste of a certain method, right? And then, of course, what is very important as well is yes, we can provide information, we can work with the people, but the context, our employers, the organizations out there, they need to change as well. Because in my experience, what we experience out in the field is one thing. What we experience at home, sometimes at headquarters, when we have to deal with the administration, with the procedures, with human resources, with whatever, all of that, is often equally as frustrating. And when you come home with a certain experience and you can't deal with that, and on top of it, you're slapped with some other bureaucratic stuff, then that makes everything worse. So that's another thing which we would like to do is, or which we have engaged in already, working with organizations on changing their approach, changing their strategies on staff care, for instance. We're working on a concept which is called the culture of care. So normally organizations are all signed up to a principle which is called the duty of care. The duty of care is that organizations shouldn't send their staff to dangerous places, that we have a duty to care for the safety of our staff members. That can be taken very far sometimes, it can be very little, but it never includes really to talk about all the different possible implications that come up. You know, if you come back with an experience and you want to just talk about, okay, what does it mean? I had this, I saw these people, I saw this situation, it made me feel like this, I couldn't sleep very well. Those are not things which you can usually easily talk about at work. However, I think it would be very important that we change our work culture, that this becomes a regular part of what we talk about. So that's what we call a culture of care. Yeah. Non, pas de... Just would like... pardon. Il y a juste un point que je voudrais vraiment insister, parce que je crois que c'est important pour vous. C'est celui-là.
Ce qui va être important quand vous partez sur le terrain, on est tout beau, tout nouveau, il y a la mission qui arrive, il y a un tas de trucs bizarres qui vont arriver, et on ne sait pas à qui poser la question. On ne veut pas poser la question à ses collègues de peur d'avoir l'air idiot, encore moins à son employeur, mais à qui est-ce qu'on pourrait poser la question? Pour illustrer ça, j'ai un exemple très personnel. Quand je travaillais sur le terrain, ça tirait tous les jours. C'était normal. Le bruit de la Kalachnikov, ça voulait dire rien à signaler, c'est tout bon. Dès que ça s'arrêtait de tirer, là, les ennuis arrivaient. Le problème, c'est quand on rentre à Genève, ça tire pas. Heureusement, quoi. Par contre, on est à l'aéroport, on est dans le bus, on rentre chez soi. J'étais stressé à mort parce que je me disais, mais il y a quelque chose qui va arriver. C'est pas normal ce silence, c'est pas normal que ça tire pas, mais j'étais dans un drôle d'état. Alors bon, je suis en train de devenir fou. C'est un peu la question que je me suis posée. On ne peut pas tellement poser cette question à son employeur, il va penser quoi? Je me voyais mal aller aux ressources humaines puis dire ouais, ça tire pas, c'est pas normal. Mais à qui on peut poser ça? Et là, j'ai eu du bol d'avoir un collègue qui était à la retraite qui m'a dit mais non, c'est normal. Ça fait 1 année et demie que tu es là-bas, ça tire tous les jours, tu es habitué à ce que ça tire, ça fait partie du bruit normal. D'un seul coup, tu rentres à la maison, ça tire plus. Bah oui, mais moi, je savais pas que c'était normal. Mais à qui on peut poser ce genre de questions sans avoir la trouille, sans être mal jugé, sans tout ça? C'est là qu'on intervient. Et je crois que vraiment, c'est un petit exemple, mais c'est vraiment ce que je voudrais pouvoir vous offrir et à tout le monde, c'est de ne pas avoir la trouille d'appeler Seb, Christophe ou Hélène, puis dire ouais, il m'arrive ça, c'est normal, c'est pas normal, ou toutes les questions bêtes qu'on n'ose pas poser. Et c'est la grande force de la communauté qu'on a, parce que tous les gens qui font partie de cette communauté, ils ont été comme vous. Tout le monde a commencé, il y en a certains qui ont fini leur carrière, mais ils sont tous animés d'une chose, c'est de la bienveillance, et puis envie d'aider ceux qui commencent. C'est pour ça qu'on a des retraités, on a de tous les niveaux. Il y a des gens qui sont en mission dans d'autres organisations, on a qui sont à la retraite, il y en a qui sont un peu partout. Mais leur point commun, de dire, voilà, s'il y a quelqu'un qui nous contacte et qui a des questions, pas de souci, on va leur répondre. Et on essaye tous de s'entraider du mieux qu'on peut. Et comme on n'est pas lié à un employeur, on est complètement indépendant, il n'y a pas de risque en soi, il n'y a pas de peur à avoir. Il n'y aura pas une mauvaise marque sur votre dossier X ou Y. Et je crois que c'est... Pour moi, je dirais, à ce niveau-là aujourd'hui, c'est ça le plus important, pas le plus important, mais un des points importants à garder en coin de la tête en disant, à qui je peux dire que ça va pas? J'ai des gens qui m'appellent sur le terrain et me disent, Seb, j'ai envie de tous les tuer. Bah ouais, c'est normal. Il y a des jours où t'en as ras-le-bol, t'as envie de tuer ton chef. Oui, je dis pas de le faire. Là, c'est... Mais de pouvoir le dire. Dire ça va pas, c'est tous des cons. Ou bien de simplement dire, c'est génial ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça aussi, j'ai bossé dans un hôpital, j'ai remis en marche ce foutu générateur, il fonctionne, tout s'est bien passé, je suis content. De recevoir un merci, c'est tout aussi important. On a tendance à toujours se faire engueuler par nos chefs sur le terrain, et rarement de recevoir un merci. Mon chef Denis, il est un peu différent, mais... mais c'est surtout, c'est ça que je voulais dire. And maybe just one thing, you're probably all familiar with the concept of culture shock. It's like you come back from, Africa, and then you go to a supermarket and you want to buy a piece of cheese, and then you stand there and you have 200 different kinds of cheese, and you're completely blocked and thinking, okay, on one hand, which cheese do I take? On the second hand, I feel so guilty to have all this cheese, and the other people, they don't. I mean, there's a lot of things, adjustments. And you come back here and you talk to your friends and your family and your colleagues and, well, maybe they had the same experience and maybe not. And if they haven't, then they just look at you and say, well, what's wrong with him, But as Seb just said, there's nothing wrong with you. It's absolutely normal. Let's go to the next slide. Seb, talk about this. Donc cette pyramide, elle nous montre un peu où on se situe. La partie rouge en bas, c'est tout ce qu'on fait par nous-mêmes. Ce qui est en jaune et en vert, c'est tous les services spécialisés. Et nous, on est entre les deux. Ce qu'on voudrait être, c'est un lien.
C'est là où vous allez trouver l'information, à qui vous pouvez la demander, et puis surtout une information qui soit la plus large possible. Comme l'a dit Christophe et Hélène avant, on n'est pas des docteurs. Vous pouvez, enfin, voilà, on n'est aucun docteur, on n'a aucune prétention de l'être. On prétend pas être ce qu'on n'est pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vous écouter, c'est de comprendre, parce qu'on est aussi avant tout des collègues, on a été sur le terrain, on sait ce que c'est. Et puis, on part du principe que chacun sait ce qu'il a besoin pour se sentir mieux. Alors c'est vrai, des fois, il y a des requêtes qui peuvent paraître un peu étranges, comme une collègue qui a besoin d'un chaman. Bah ouais, pourquoi pas. À partir du moment où il y a de la bienveillance, quel que soit l'emballage ou le nom qu'on met, si c'est ce qu'elle a besoin, on va trouver quelqu'un qui va répondre à son attente. Mais c'est elle qui choisit. D'autres ont besoin d'un professeur avec un super titre, un machin, un doctorat. Bah oui, c'est ton choix. Mais surtout, c'est pas imposé en disant que voilà, celui-là, c'est meilleur que l'autre. Et ça, c'est important. C'est vraiment la personne qui sait ce qui est bon pour elle. Donc nous, on est ce lien, qui sont en fait le lien entre vous tout seul dans votre coin et puis tout le reste. Donc là, c'est un peu résumé, services sociaux, médecins et compagnie, mais c'est beaucoup plus large. C'est vraiment d'avoir ce choix et toute cette information. C'est le cœur de notre truc. On ne va pas vous distribuer une pilule parce que c'est ça qui va vous guérir. On trouvera ce qu'il faut. And especially, you know, can we go back to the other one quickly? And especially what we want to be a bridge between the two. Because so many times when we don't feel well, we think, okay, I'm not crazy, which is true. So therefore I don't need to go into therapy and see a professional, because there is still a huge step to go and see a professional. And what we would like to offer to you is just a space where you can sit down and talk without being judged, without going to a therapy, without, you know, all of that. So that's what we want to be. We want to be the bridge and the safe space for people. Let's go to the next and actually skip that one. We talked about those things. Of course, when we look what is happening out there, values of what is right and what is wrong and how we want to do things come up a lot. And we also at the beginning thought about this. We don't often do talk about it now, but questions sometimes come up. Specifically also the question, what is a humanitarian worker? Where do we draw the line? And I have a tendency to say everybody who helps other people to get well is a humanitarian worker. You don't need to work with a particular organization. You don't need to go to Africa, to a disaster zone, in a war zone. And I think this has become much more clear nowadays during the time of COVID, where we see so many medical personnel and others caring for sick people going way beyond what we usually do. So I am rather generous when it comes to calling somebody a humanitarian. Of course, there's also our name, Co-Create Humanity, especially the word co-create. The way how we want to approach it is we don't want to install structures, hierarchies, etc. So the three of us, we are just co-creators. We don't give ourselves any other title. We don't have the one on top, the one at the bottom, etc. We do things together. Somebody has an idea, we talk about it. If you're a co-creator, you bring it in, we create it together. Okay, diversity nowadays, we are looking at ourselves and we always recognize how different we all are. Maybe not quite gender balanced yet. I'm sure that'll come one day. But you know, we have age differences. We have, you know, he's a Swiss French, you know, foreigner to me, almost half. I'm a Swiss German. Helen, she brings in something very important and interesting, and you know, different, and so on. So it's important for us to be diverse. And of course, I already mentioned the what we call the culture of care.
about that. So can we go to the next one? Yes, yeah. Again, some very fundamental statements. I don't want to go through all of them, but I believe that a human being is fundamentally a good person until they prove to be otherwise. And we mentioned that already. There is not one solution that fits all. I think we all have an individual way of doing things. That's why we don't adopt any particular method. We don't impose or suggest. We want to help you to find your own method, what works for you best. And I believe that we all have a potential within us which yearns to be realized in life. And humanitarian work and also healing is a path to that realization. So to me, when something bad happens, it's not necessarily something which you should just get rid of it as quickly as possible, but there is information in there which is very relevant to who you are. And to me, what we want to do is to actually help you to get there, who you really want to be, to really fully realize your potential. Let's go to the next one. Peer support. You want to talk about peer support? For me, we talked about it. We can skip this one. Yeah. Par contre, Hélène, if you can just give us your definition of humanitarian, because Tu peux parler français. tu peux parler ta définition est c'est une manière de... Ah oui. C'est vrai que pour moi, être humanitaire, c'est pas un travail, c'est pas une mission, c'est un savoir-être. On devrait être humanitaire en fait tous les jours, enfin, avec nos familles, avec nos amis, etc. C'est vraiment la façon dont on se comporte avec les gens qui définit ou pas qu'on est humanitaire. Parce qu'on a rencontré des humanitaires qui sont vraiment très cons, je ne vous le cache pas, sans aucune bienveillance, etc. Et par contre, être humanitaire, c'est pas seulement aller sur le terrain, on voit des gens qui font des actions locales, et ça c'est très très important de souligner l'importance de ces gens-là. Donc c'est ça que je voulais souligner. Alors ça, on vous en a déjà parlé, la façon dont on voulait justement agir avec les humanicafés, les communautés en ligne, comment on communique. Donc on communique beaucoup à travers nos événements. On donne des outils aux humanitaires. Vous-même, aujourd'hui, vous pouvez vous connecter à tous les webinaires qu'on propose, parce qu'on parle de thématiques qui concernent un peu tout le monde. Donc récemment, c'était sur le burn-out. Denis a parlé de la résilience. On a plein de thématiques qui sont amenées par la communauté humanitaire. Et vous-même, en tant que futur humanitaire, si vous avez des sujets qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à nous les proposer. Vous êtes force de proposition. Cette communauté de pairs qu'on a créée, elle existe par les travailleurs humanitaires et pour les travailleurs humanitaires, et vous êtes des futurs humanitaires. Donc c'est très important que vous soyez dans la capacité de nous remonter des informations, ou si vous avez envie de voir des thématiques qui soient débattues en ligne ou même en présentiel, on donne des webinaires et on fait des ateliers très très régulièrement. Ensuite, oui, on a parlé de storytelling, etc. Je voulais vous parler d'un projet qu'on a avec l'école des Gobelins. Vous connaissez pour certains l'école des Gobelins à Paris. On a eu la chance de les approcher. On y a été au culot, je ne vous cache pas, parce que qui ne tente rien n'a rien. On travaille sur ce projet-là avec Stéphane Joly, que vous connaissez. Stéphane, c'est un copain à nous. Et on a décidé de les approcher en leur demandant de faire des animations sur du storytelling humanitaire. C'est-à-dire qu'on va ça sera un examen. D'ailleurs, vous n'en parlez pas, ça reste ici. Non, c'est juste qu'on a un projet de faire des animations autour de projets d'humanitaire qui seront incorporés à des formations pédagogiques. Voilà. Et puis, notre travail de plaidoyer et de sensibilisation. Donc, on a trouvé, nous, un moyen formidable pour faire ça. C'est la musique, c'est l'art, c'est la culture. On communique beaucoup par nos concerts. C'est de la musique classique, mais on va aussi s'ouvrir à d'autres choses. Parce qu'en s'attachant à ça, ce plaidoyer que l'on fait à travers la musique, ça touche pas seulement les travailleurs humanitaires à un niveau individuel.
ou les institutions, mais ça touche aussi le grand public. Le grand public est donateur de ces institutions. Le grand public ne connaît pas le revers de la médaille du travailleur humanitaire. Donc pour nous, c'était important de les approcher en faisant un événement un petit peu donnant-donnant, puisque quand on organise des concerts, les gens ont plaisir à écouter de la musique. Nous, ça nous permet en tout cas de communiquer sur l'existence de cette communauté. C'est ce qu'on fait énormément. On a dans l'objectif d'organiser aussi quelque chose à Lyon, puisque c'est une ville qui est quand même stratégique, et moi je suis lyonnaise. Donc voilà, pour moi, quand j'étais gosse, intégrer Bioforce, c'était quelque chose que j'avais toujours voulu. Ça n'a pas pu se faire, mais je suis très fière d'être là aujourd'hui et de représenter la communauté lyonnaise. Donc on espère en tout cas pouvoir donner un concert ici et faire ce travail de plaidoyer, mais on passera aussi par la photographie, par la peinture, par plein de choses, puisqu'il y a beaucoup d'humanitaires qui se reconvertissent ou bien qui s'expriment par ces biais-là, et c'est important de pouvoir les représenter. And as we said before, our concept is peer support. So humanitarians supporting other humanitarians. If somebody approaches us today, it's often Seb, Helen, sometimes myself, responding to the phone, talking to the people. We have recently recruited a whole team of what we call now peer support specialists. So we have about, now a dozen people, including Denis, who would be available to talk to people. Now, what we realize is that actually almost every one of us should be able to respond to a colleague who needs support. Now, we're all very well familiar with the concept of first aid. And first aid is usually focused on medical well-being, physical well-being. But there's also a thing called mental first aid. And what we actually have started a project to create a training course for mental first aid or peer support for humanitarians. And that's a project that we're going to launch next year, hopefully, and hopefully also in conjunction with Bioforce, that you will eventually be able to have that as part of your curriculum, to learn more about, how do I deal with somebody who doesn't feel well? How do I deal with somebody who is in stress? Because one of the things which actually you will discover probably in the field as well is it's not even the situation out there that you will encounter that will be the most stressful. It will be your relationship with your colleagues and your supervisors and your managers, which will be normally much more stressful. So it's the interpersonal communication that we need to learn about. And that is what we would like you to, this is what we would like to equip you with, the ability to successfully deal with those kind of things and support your peers. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette présentation. On va clôturer avec une petite vidéo de quelques minutes qui va venir corroborer tout ce qu'on vous a décrit. Et voilà. Bonsoir, je m'appelle Patricia Danzi et j'ai l'honneur de parler quelques instants pour témoigner de ma solidarité avec Co-Create Humanity. Cette association qui s'engage pour les victimes, pas seulement les victimes du conflit et des désastres, mais aussi les humanitaires qui ont subi des traumas psychiques lors de leurs fonctions qu'ils ont exercées dans des contextes très difficiles. 21 mars. Le 21 mars, c'est le début du printemps, c'est le début d'une nouvelle vie, c'est le début de l'espoir, de la beauté et du plaisir. On est aussi à quelques minutes d'un concert qui va débuter dans cette salle magnifique. Tout ça, c'est en contraste avec ce qu'ils vivent des humanitaires qui sont dans les contextes où on voit beaucoup de désespoir, beaucoup de cruauté et beaucoup de choses qui font mal au cœur, mal à l'âme et qui peuvent laisser des traces pour très longtemps. Autant c'est important d'avoir des moments
comme ceci, dans un concert où on peut vivre ces moments du plaisir tous ensemble. S'engager dans l'humanitaire, c'est pour beaucoup d'entre nous une vocation. On y croit fermement. On croit à l'humanité, au bien dans l'homme. Et puis il y a peu de choses qui nous font penser à ce que ce sera plus possible. Cet engagement, j'ai pu partager avec certains d'entre vous lors de mes 23 ans au sein du CICR, où il y avait eu beaucoup de feu, beaucoup d'engagement pour la cause humanitaire. Aujourd'hui, je dirige la direction du développement et de la coopération de la Suisse, et là aussi, j'ai vu beaucoup de dévouement avec les collègues, surtout les collègues qui travaillent dans le corps humanitaire, ce corps qui est constitué des experts qu'on envoie dans les endroits de catastrophe. Malheureusement, certains d'entre nous n'ont pas toujours la chance. Certains d'entre nous étaient témoins des scènes atroces, des scènes de violence. On avait assisté à des choses qu'on ne pouvait jamais croire que l'humanité sera capable. Certains ont même frôlé la mort. Dans ces moments-là, c'est important qu'on a la famille autour, les amis, car c'est l'isolement, c'est tout de suite aussi la culpabilité qui nous mange parce qu'on ne peut plus travailler, on ne peut plus exercer la mission et on ne peut plus donner un soutien aux populations pour lesquelles on était là. C'est important de voir aussi que du progrès a été fait ces dernières années, des progrès avec les organisations qui ont mis en place de soutien psychologique pour les employés. C'est un pas en avant. L'avantage que Co-Create Humanity a, c'est que vous êtes des gens qui connaissent la réalité du terrain, qui connaissent l'environnement dans lequel les humanitaires travaillent. Et donc, c'est une valeur ajoutée énorme pour ceux qui ont besoin du soutien. J'ai quand même un souhait. J'espère que dans le futur, on pourrait travailler davantage dans la prévention et aussi dans la formation. Ainsi, la résilience personnelle, la responsabilité de chacune et de chacun de se prendre en charge, de repérer les moments de douleur et de faire d'une sorte qu'on puisse être fort dans les moments difficiles, c'est important. Il faut aussi connaître ses propres limites, car chacun d'entre nous les a, mais il faut les connaître bien. Les populations affectées, ils ont besoin et ils ont le droit d'avoir des personnes qui viennent à leur secours, qui sont en bonne santé physique, mais aussi psychique. Merci beaucoup. C'est la traduction YouTube, hein, les coquillettes. Voilà, donc on voulait terminer avec ça, puisque c'est vrai que, comme je vous disais, on fait ce travail de plaidoyer pour la musique et on a des personnes qui représentent bien le secteur humanitaire qui nous appuient. Hein. Tout récemment, on a été au salon Soliway, on a rencontré le président d'Action contre la faim, on a été reçu par le vice-président du CICR, etc. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Notre but ultime, ça serait d'ouvrir un centre de soins pour les travailleurs humanitaires à Genève, puisque faire ce que l'on fait c'est bien, mais il faut un point d'ancrage. Et on veut ouvrir quelque chose de gros, on est peut-être un petit peu fou, mais c'est le but, je pense qu'il faut être un peu fou pour faire ce qu'on fait, parce qu'on ne répond pas à une communauté en souffrance qui est juste française, suisse ou européenne, on parle d'une communauté internationale qui est en souffrance. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait tout ça aujourd'hui, et j'espère que voilà, vous nous garderez en mémoire, on sera toujours là pour vous, avec tout ce pool qu'on a mis en place. Donc n'hésitez pas, vous êtes la génération de demain et c'est très très important que vous soyez sensibilisés à ce sujet de la santé mentale et du bien-être psychosocial. Merci à tous. Avant de passer aux questions, j'espère que vous en aurez, je voulais juste rajouter un petit quelque chose qui a été peut-être dit, mais d'une manière peut-être un peu trop rapide à mon goût. Effectivement, Co-Create Humanity va travailler sur tout ce qui est la prévention, comme on peut. Sur l'accompagnement, et là, je pense qu'on vous l'a dit, si vous avez un problème sur le terrain, vous serez les bienvenus, vous serez accompagnés. Mais n'oubliez pas, quand vous revenez, quand vous êtes de retour, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont déjà des expériences humanitaires, je ne sais pas si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas, vous allez voir quand vous rentrez, on va vous demander, ça s'est passé comment?
Et croyez-moi, même avec 20 ans, c'est impossible à dire. Soit c'est en 3 minutes et vous dites rien, soit c'est en 3 heures et vous avez dégoûté tout le monde. Et pourtant, vous avez besoin de parler. Donc là aussi, si quand vous rentrez, vous avez besoin de parler, n'hésitez pas, il y a des gens qui seront là pour vous écouter. Et éventuellement, il y a aussi, qui se met en place petit à petit, des endroits où les humanitaires qui viennent de mission pourront se retrouver, pourront échanger entre eux, pourront simplement passer de bons moments, se détendre, etc. Ou avoir un peu plus si besoin est. Donc ça, le retour, même quand les choses se sont globalement bien passées, même quand il n'y arrive rien de terrible, simplement le fait de travailler 6 mois, 1 an et demi dans un pays où les, comment dirais-je, les conditions de vie, voire de survie des populations sont quand même très difficiles au quotidien. Rien que la charge de travail que vous aurez, qui n'est pas la charge de travail qu'on a habituellement en Europe, tout ça c'est difficile et c'est très difficile à expliquer. Donc si à votre tour vous avez besoin aussi de discuter, on sera là. Alors, est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une question, mais c'est plus juste par rapport à nous. Alors c'est juste par rapport, moi je suis en 2e année là en RETLH, et je me demandais, est-ce que pendant le stage, on part en stage en janvier, pardon, pendant 4 mois, et du coup c'est tous notre stage, on part tous dans des endroits hyper différents. Est-ce qu'il y a possibilité de vous appeler même pendant le stage si jamais on a des questions? Parce que justement, c'est ça que vous disiez, c'est que nous, c'est notre première expérience pour la plupart. Et que je pense qu'on est tous un peu en panique aussi de partir dans une première mission, entre guillemets. Donc, est-ce qu'on peut? Est-ce que ça se Bien passe sûr, comment? vous êtes tout à fait en mesure de nous contacter. Et puis, le service que l'on propose, il n'y a pas besoin d'être membre de l'association. C'est quelque chose qui est gratuit. On vous met en contact avec notre pool, notre équipe de PSS, Peer Support Specialist. Et bien sûr, vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment. Maybe just to say that we don't have a phone number which can respond if there's a critical incident, but if you send us an email to info, like okay it's too small here, but info@cocreatehumanity.org, then we will get back to you probably within 24 hours. That's the best way of contacting us at this point. On a LinkedIn, alors on est vraiment sur... On communique énormément, puisqu'on sait que aller chercher les gens en souffrance qui se terrent, il faut aller les chercher, donc il faut communiquer. Donc on est à Donf, donc on est sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, on a notre site internet, et c'est vrai qu'on communique énormément sur tout ce qu'on fait, et tous les webinaires que l'on fait sont enregistrés. Comme ça, les gens ont des outils, ont des informations, les présentations sont mises à disposition. On ne voulait pas limiter ça juste aux gens qui payaient la cotisation annuelle, puisque notre but, justement, c'est d'être une plateforme d'information pour que les gens puissent avoir des outils et des documents pour prendre soin d'eux. Mais juste, si c'est plus des questions, des choses comme ça, c'est mieux d'écrire sur le site internet, à l'email. Par l'email, mais on est très réactif. Donc, sur LinkedIn qu'on cause. Sur LinkedIn, après, quand vous êtes directement en relation avec Christophe ou moi, il y a le Messenger de LinkedIn. Donc ça joue aussi. Moi, j'ai été beaucoup sollicitée sur LinkedIn. Aujourd'hui, le réseau de Co-Create Humanity, je dirais à 97%, c'est LinkedIn, dont la rencontre avec Denis, dont la rencontre avec Gilles. C'est vraiment c'est un réseau qui est très puissant, il faut juste savoir s'en servir, mais il y a une grosse communauté d'humanitaires, mais vous avez plusieurs moyens de nous contacter, que ce soit par la page Facebook ou même juste par l'adresse mail. Bonsoir, merci pour la présentation et c'est un travail très noble, je peux dire, parce que j'ai quand même quelques années d'expérience dans le secteur. Maintenant, moi j'ai une petite question, c'est plutôt lié aux limites parce qu'on est des employés. Et on a quand même un engagement envers l'employeur qui organise aussi des débriefings. Parce qu'après une mission, on sait, quand on débrief, c'est à flot. On a tendance à parler, à sortir, à tout raconter un peu pour se libérer.
Maintenant, c'est juste voir face à cet engagement à l'employeur et jusqu'à quelle limite qu'on peut débriefer avec vous comme entité externe et vos rencontres avec les employeurs, comment ils vous ont vu, comment ils ont vu ça. Voilà. Excellente question. Alors nous, on a été un petit peu à la bête noire des organisations parce qu'on parle d'un sujet qui est sensible. On parle de santé mentale. Et comme ce corps de métier, comme d'autres, normalement, on est tous des warriors, des héros. Donc les gens n'ont pas le droit de dire qu'ils ne vont pas bien. Dans quelle mesure, je veux dire, il y a des choses qui sont mises en place en interne, bien sûr. Je dirais que l'avantage qu'on a, c'est qu'on est neutre. On n'a aucune attache avec l'organisation qui emploie. Juste un exemple, moi je me suis beaucoup occupée des stagiaires du CICR qui n'osaient pas parler, etc. Je me souviendrai toujours de cette petite stagiaire qui est venue dans le bureau de Co-Create Humanity, jolie blonde, avec son badge, qui tremblait un peu. Et là, je lui dis, non mais vas-y, lâche-toi. Moi, je ne suis pas le CICR. Ce qu'on fait, tu as un endroit, là, tu as un sas de décompression. Tu parles, tu me dis ce que tu veux, on n'ira rien rapporter du tout. On est là pour accompagner les organisations, on n'est pas contre elles. C'est là-dessus qu'on fait beaucoup de notre travail de plaidoyer, puisque c'est un accompagnement qu'on fait. Les organisations offrent des choses, certes, qui sont très bien pour la plupart d'entre elles, ou parfois il n'y a rien, tout dépend de la taille de l'organisation. Nous, avec notre expérience CICR, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient mises en place pendant un temps, et après, ça avait été totalement occulté. Voilà. Ce qu'on met en place, nous, aujourd'hui, c'est juste de dire, donnez le choix aux gens de débriefer en interne avec vous, et s'ils ont l'envie, ils peuvent aller plus loin avec nous, puisque on sait très bien que les gens qui souffrent de stress post-traumatique ou de burn-out ou quoi, même s'ils vont voir l'ombudsman ou le psychiatre de l'organisation, ils vont pas dire qu'ils vont pas bien. On sait très bien que c'est se mettre une balle dans le pied. On sait très bien qu'on va être un petit peu relayé et puis des fois poussé vers la sortie. Ça, on le sait très bien. C'est pourra vous en parler mieux que moi. Mais voilà, c'est pour répondre à ta question, dans quelle mesure, je dirais que c'est vous qui décidez. Comment les organisations nous ont accueillis au départ, pas très bien forcément, mais de plus en plus, et le Covid a aidé pour ça, on parle de plus en plus de santé mentale. Si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, et je pense que vous êtes à fond aussi là-dessus, on en parle de plus en plus. Donc on se sent plus libre aussi de faire ce que l'on fait aujourd'hui, mais on sait que ça prendra du temps. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur ce travail de plaidoyer. C'est un peu le mouvement MeToo du secteur humanitaire. Plus on fera en sorte que les choses soient normales, que c'est normal d'être en souffrance, et plus peut-être il y aura de solutions adaptées et de prise en charge adaptées pour les travailleurs humanitaires. Je crois essayer de répondre aussi à ta question. Ce que vous direz à Co-Create Humanity, à qui que ce soit dans Co-Create Humanity, c'est confidentiel. Ça reste confidentiel, comme si vous alliez parler à votre plus cher ami, à votre médecin ou à un prêtre. Ça ne sortira jamais, on ne dira jamais dans telle organisation il se passe ça, encore moins telle personne nous a dit ça. C'est entre vous et nous, c'est tout. C'est très important ce que dit Denis, on ne collecte pas d'informations, et puis l'un ne remplace pas l'autre. De toute façon, où que tu bosses, tu vas avoir ton débriefing quand tu rentres de mission. Tu vas parler des aspects techniques ou de leurs objectifs, ça nous on s'en fout complètement. En fait, notre seul intérêt, c'est toi en tant que personne. Si tu as besoin de venir nous voir pour causer, puis je ne sais pas ce que tu veux pour n'importe quel sujet, bienvenue. Mais nous, on ne va pas enregistrer, on ne va pas communiquer, ça reste dans notre bureau quand on discutera ensemble. Et c'est vraiment pas l'un contre l'autre, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci pour votre présentation. Une petite question, quand on appelle, quand on est en lien par mail avec vous, est-ce qu'on a toujours la même personne? Du coup, comment vous faites vous, est-ce que, je ne sais pas, le premier contact avec la personne, si je contacte Hélène, c'est ça? Est-ce que du coup, j'ai que en contact Hélène sur plusieurs débriefings potentiellement? Ou est-ce qu'on peut changer? Enfin, comment ça se passe? Oui. Avec l'adresse info, ça arrive chez nous trois. Le pool de peer support specialists qu'on a constitué, on a un protocole, c'est-à-dire que quelqu'un qui nous contacte, d'abord on discute avec elle, et après on l'oriente vers le pair adapté. Et le pair qui sera là sera déjà accompagné les 2 premières séances avec quelqu'un de Co-Create Humanity. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on fait du soutien de pair.
pas seulement des gens qui sont en Suisse ou en France, mais aussi des gens qui sont en mission, des gens qui sont à la retraite. On récupère beaucoup des gens de la génération Rwanda, puisque à cette époque-là, comme le disait Christophe, on ne parlait pas vraiment de stress post-traumatique, on taisait ça. Et on récupère vraiment de tout et de toutes les organisations. Et c'est ça qui est fou, c'est que l'histoire d'un humanitaire dans une organisation lambda, c'est la même qu'un autre qui est à l'autre bout de la planète. On voit que tout se regroupe. Donc si un jour tu nous approches en écrivant à l'adresse info, tu tomberas sur nous trois et puis on discutera d'abord ensemble avant de t'orienter vers un autre père pour qu'il y ait un suivi adapté. Et si après tu souhaites être basculé vers un réseau de professionnels pour faire soit de l'équithérapie, de la sophrologie ou voir un psychiatre, ce réseau sera aussi à disposition. But also to say that sometimes we have one meeting and one meeting is enough. And sometimes it'll be a series of meetings or an ongoing relationship. And of course, I think once you come back or once you establish a relationship with one particular person, then I would see that continue, unless there is a particular reason why that is not possible. C'est toujours un peu le même truc, on en revient à ton besoin et ton envie. On a la chance d'avoir le réseau de retraités qui, eux, sont plus dans une relation avec une personne sur le long terme pour commencer une carrière. Puis là, on parle de mois ou d'années peut-être. Hein. Ou alors, tu es plus dans un besoin immédiat de parler avec quelqu'un qui tu te sens bien. Et c'est là qu'il y a l'avantage d'avoir un team et un pool. C'est que le premier entretien, on sera les trois. Après, on discute ensemble. Après, on te met en relation avec les autres membres. Ça marche ou ça ne marche pas. Tu as des atomes crochus ou pas. Tu peux aussi choisir avec qui tu as envie de causer. On a la chance d'être libre et puis de le faire vraiment selon notre envie et notre ressenti. Next question. Bonsoir. Alors c'est pas vraiment une question, c'est juste j'avais commencé à vous suivre sur LinkedIn après Annemasse parce qu'il y avait un sujet que vous aviez posté, je crois sur un webinaire qui m'intéressait et je me faisais la réflexion avant de venir qu'en fait j'avais vu passer plein de choses, j'avais l'impression que vous aviez une animation presque tous les jours. Du coup, et à chaque fois les sujets étaient hyper intéressants. Donc de pouvoir en tout cas vous suivre sur LinkedIn, moi je trouve que ça m'avait donné déjà plein de pistes. Donc c'était super intéressant, juste déjà ça. Merci. Alright, we have to admit something. Helen doesn't sleep. She is our spokesperson. Non, c'est vrai que j'ai la chance, je sais pas, c'est le côté bridé, je pense. Je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup, donc je dors à peu près 4-5 heures par nuit. Et je travaille, je suis maman d'une petite fille de 3 ans, et c'est vrai que je me suis rendu compte avec Co-Create Humanity que j'avais un certain potentiel pour communiquer et approcher les gens. Et là, notre programme est fait jusqu'à mai 2022, puisqu'aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'aller chercher les gens. Les gens viennent vers nous pour nous proposer des sujets, des ateliers, des webinaires. On répertorie des lieux de retraite à travers le monde pour les humanitaires, comme avec Stéphane qui crée quelque chose en Ariège. C'est vraiment très très important pour nous de faire en sorte que toutes ces informations soient à disposition. Parce que on sait que la première chose qu'on entend quand on parle de l'initiative de Co-Create Humanity, c'est « Putain, mais moi ça fait des années que je vous cherche ». Et souvent on l'entend, encore il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné quelqu'un, enfin un débriefing, c'était complètement inattendu, c'était pendant un dîner chez des amis, et puis une ancienne infirmière d'une organisation qui est complètement partie en burn-out, et elle me dit « Si seulement vous aviez été là il y a 3 ans, j'aurais pas été dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je sais que je vais aller mieux parce que je sais que vous êtes là. » Et c'est ça qui est important, la force de cette communauté, c'est qu'on peut compter les uns sur les autres. On n'est pas dans un monde de bisounours, hein, on le sait bien qu'on ne va pas pouvoir changer les choses en un claquement de doigts. Mais à notre niveau, c'est un peu l'histoire du colibri, on fait les choses avec ce qu'on a. Donc on a été capable de tourner comme ça pendant 2 ans et demi sans financement. Aujourd'hui, on est tous les 3 bénévoles. Tous les gens qui nous ont rejoints dans cette action, ils ont fait ça de manière pro bono. Tous les gens ont cru en notre cause. On a des artisans qui nous soutiennent, alors que voilà, nous, on n'a rien demandé, mais aujourd'hui, on a un chocolatier, on a du savon, on a du miel, c'est juste un truc de dingue. Même nous, hein, je ne vous cache pas que des fois, on se pince pour savoir si c'est vraiment vrai. Le truc avec les gobelins, enfin, moi, j'ai écrit à la directrice des gobelins en parlant du projet. Elle a relayé ça au responsable pédagogique, et en un meeting, le projet a été validé. Donc c'est assez fou. En 2023, on joue au Carnegie Hall de New York.
Donc si New York nous accueille, il n'y a pas de raison que Lyon ne nous accueille pas. Hein, c'est ce qu'on dit. Donc voilà, faire ce travail de plaidoyer par le biais de l'art. Pourquoi l'art? Parce qu'on a nos 5 sens. Tout ce qui nous ramène à notre humanité, c'est nos 5 sens. Donc on fait toujours des trucs autour de la bouffe, autour du visuel, autour de l'écoute. C'est ce qui nous ramène à notre humanité. Et on fait des choses qui sont très simples, comme organiser un lunch, faire un débriefing autour d'un lunch. Et on aura toujours ce souvenir de cet humanitaire qui a eu vraiment un gros incident de sécurité. Il a été enlevé en Syrie, torturé dans des prisons syriennes. Donc le gars se retrouve avec nous à faire un lunch. Après on va se balader dans les vignes. J'ai la chance d'habiter une très belle région. Et après ça, il met la main sur le cœur avec les yeux qui brillent et il nous dit « Merci de m'avoir rendu un peu de mon humanité ». Et vous voyez, quand on a des rencontres comme ça, c'est tellement puissant qu'on se dit que ce que l'on fait n'est pas vain. Donc ok, on n'a pas de thunes en ce moment, c'est comme ça, on tourne avec ce qu'on peut, mais par contre, on n'arrêtera pas. Donc on fait avec les moyens du bord, mais au moins on fait. Et parce on le sait, hein, les paroles s'envolent, les actions restent. On voit beaucoup d'organisations qui font ce travail de plaidoyer, le leadership bienveillant, le management compassion, enfin bref. Mais oui, ok, il y a ces conférences, mais derrière, il y a quoi comme action? Et pour nous, c'est ça qui est important, c'est qu'au-delà du travail de plaidoyer, des webinaires, des informations qu'on met à disposition, on agit et c'est hyper important. Donc voilà, on reste dans l'action et c'est peut-être pour ça qu'on s'entend aussi bien avec Denis, avec Stéphane que vous connaissez tous, parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on est des gens dans l'action et on espère que ça va durer. En tout cas, on est là pour durer, on sait très bien que ce que l'on met en place aujourd'hui va nous survivre et on le souhaite fortement. Voilà. Il y a des questions. En ce qui me concerne, juste, il y a une grande leçon que j'ai appris du terrain, c'est que tout seul on crève et qu'ensemble on s'en sort. Ça peut paraître idiot de dire ça comme ça, mais en attendant, si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce que 3 fois, c'est les petites mains de l'humanitaire qui m'ont sauvé la vie, que ce soit ma secrétaire ou les employés ou les mécanos. Donc pour sauver la mienne, ils ont mis la leur en danger. Je ne peux pas oublier tout ça. Quand ma carrière s'est achevée brutalement au CICR suite à la révélation de mon traumatisme, qui c'est qui m'a tenu la main? C'était Christophe, Hélène. Donc cette solidarité, elle existe, elle est là. Et c'est pas un défaut d'avouer que ça va pas bien, non. On peut en faire une force, mais il faut pas se laisser détruire par toutes ces... Que ce soit un burn-out, que ce soit un traumatisme ou ce qu'on veut. On s'en sort. Et puis c'est pas... Je dirais, qui est le meilleur spécialiste du traumatisme que quelqu'un qui y a passé? Il peut au moins comprendre l'autre. Je prétends pas être un docteur, mais je sais quand ça va mal. Et si un collègue dit à un autre, écoute, ça va pas bien, tu dors mal la nuit, t'as ça qui va pas, t'es pas fou, j'y suis passé aussi. Ben tu vas l'écouter. Moi, il m'a fallu 15 ans pour l'écouter, mais je l'écoutais quand même à la fin. Et je crois à ça. Je crois vraiment que c'est tous ensemble. Oui, quand il y en a un qui se casse la gueule sur le terrain, si t'es pas un confiné, il y aura toujours quelqu'un qui va te prendre la main puis qui va dire, chef, ça va. Ça, c'est notre grande force et j'y crois. Thank you. Any other questions, please? Or remarks? Petite question, du coup, ce que vous faites, c'est pour pallier ce manque peut-être d'encadrement des ONG au retour des gens. Est-ce que vous militez pour que les ONG aussi, je sais pas, encadrent un peu mieux ou Effectivement, comme on disait tout à l'heure, on a un travail de plaidoyer qui se fait à différents niveaux, donc auprès du travailleur individuel, auprès des institutions, auprès du grand public. Auprès des institutions, on approche notamment le leadership, parce que c'est important que ça cascade d'en haut. Donc oui, on les a approchés, oui, on s'est présentés, ils savent qui nous sommes. Bon, il y en a, malgré tout, ils ne veulent pas entendre parler de nous, mais c'est en train de s'ouvrir. Vraiment, on le voit là, avec les organisations. On a un partenariat officiel avec MSF Genève. Donc les gens ont le choix de débriefer en interne ou en externe avec nous, ou même de faire les deux. On parle beaucoup de nous, on a approché la NRC, on a approché Handicap International Lyon, on les a déjà aidés, c'était il y a 2 ans, ils cherchaient un psychologue pour une famille, pour un soutien pour une famille qui avait perdu quelqu'un sur le terrain. Mais oui, on fait ce travail pour que les gens nous ouvrent leurs portes et surtout leur dire que ce que vous avez mis en place, c'est bien, mais on peut aussi vous apporter un plus.
il ne faut surtout pas qu'on dise que ce que vous faites, c'est de la merde, ça ne marche pas. Non, non, surtout pas. Parce que chacun fait comme il peut, chaque organisation fait comme il le peut. Mais ce qu'on propose, c'est vraiment cette position de neutralité qu'on a par rapport à un employeur qui permettra aux travailleurs humanitaires de s'exprimer peut-être plus librement, sans tabou, sans peur d'être stigmatisé, et après de l'amener vers une solution qui lui conviendra pour guérir. So, and I think I just want to get back to something I think I mentioned before, is that it's not just about putting in place structures to support staff members, but I think it's also about helping organizations to open their mind that there is more than just conventional psychology. It's not just that you have to go to a psychologist, that you have to do a therapy or something like that, but we have already, experienced some resistance even to the idea of peer support, and just the idea that we can help each other if we just have a certain training, if we are good listeners, etc., etc. And this is definitely also part of our advocacy work. That there is more than one thing we can do. There's lots of different things that we can do, and yes, there needs to be much more acceptance around that. Ouais, moi je sais pas s'il y a une réponse, mais vous avez dit que vous prenez en charge les burn-out, les gens qui ont beaucoup de stress, et je voulais savoir si dans ces cas-là, il y a des choses à mettre en place peut-être pour prévenir, pour faire attention à soi. Si vous avez un gros conseil, le truc le plus simple, j'en sais rien. So, definitely it's part of what we want to do is to put in place pre-departure trainings. We have been approached by an organization. Preparation, yeah. Somebody approached us, an organization approached us to write a checklist of questions that you can look at and ask yourself certain things. How do I feel? Why do I want to do this work now? What kind of support do I have in place already? What kind of methods can I access on my own? Who is my support network? There is a lot of things that you can do yourself ahead of time, including, for instance, learning what is the signs of a burnout. And it's also true that often we don't see it so much ourselves because we have a reluctance to look in the mirror and to be honest with ourselves. But there is resources around, and that's why we recommend again, go back and maybe browse the archive we have of our webinars. You will find information there, that you best consume before going to the field, and that's how we prepare and for the time being. Tu peux juste me dire, tu voulais savoir ce qu'il fallait pour prévenir. Si vous avez des conseils de pensée, de vie, Oui, justement, par le biais des ateliers et des différents webinaires qu'on a mis en place, il y a plein d'informations qui sont communiquées par rapport à ça. Et c'est vrai que dans les symptômes du burn-out, la première chose qui apparaît souvent, c'est le sommeil. Le sommeil qui est manque de sommeil, ou c'est un sommeil qui est agité, etc. Donc il y a des choses qui peuvent être mises en place pour regagner un petit peu de ce sommeil, mais ça c'est un truc que je retiendrai toujours de Sébastien, qui disait que les bases, quand vous serez déployé en mission, c'est manger, dormir. Si vous n'avez pas ces bases-là, vous ne pourrez jamais être dans l'instant présent et puis être en mesure d'anticiper. C'est vraiment important d'avoir ces bases-là, puisque il pourra vous le dire, il a vu des choses qui se sont passées sur le terrain avec des gens qui se bourraient la gueule, etc. C'est pas la meilleure chose à faire quand on est déployé sur le terrain. Mais prendre soin de soi, ça commence par ça, c'est idiot, mais ça commence par ça. Bien manger, bien dormir, pour avoir vraiment
être sain d'esprit, quoi, avoir toutes les idées en place. And it is true, often mental and emotional issues, they show themselves in your body. When you see certain behaviors, eating behaviors, or people self-medicate, drinking too much alcohol, etc., to avoid certain impressions, then you should kind of realize and say, well, what is it really? Why am I doing this really? And for some people, they feel it in their stomach. Some people, they feel it on their skin. And what we often do is we try to treat the symptoms, and we don't stop long enough to actually ask for the cause. And often the cause can be burnout, and burnout is related to your work. I recommend that when you look up our website, go and find a webinar by Kate Roberts. She has beautifully explained about burnout. Vous avez vraiment des présentations qui sont en ligne que vous pouvez consulter, où elle parle de ça, et puis les webinaires sont enregistrés, et comme je vous le disais, s'il y a vraiment des thématiques que vous aimeriez voir abordées par Co-Create Humanity en tant que future génération d'humanitaires, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. On n'a que des feuilles blanches devant nous, donc on est en train de créer tout ça. C'est ça qui est génial, ça nous donne une liberté extraordinaire, et toute idée est bonne à prendre. Moi, le seul premier conseil que je te donnerais, c'est d'oser en parler et de dire. S'il n'y a personne autour de toi dans la mission où tu te trouves, où ils vont commencer à te dire « ouais mais toi t'es faiblard, t'es machin, t'es pas assez fort », laisse-les causer. Moi ce que je sais, c'est que c'est pas normal en mission de devoir s'enfiler un litre de vodka ou de whisky pour tenir le coup le week-end, ou s'enfiler un pot de Nutella à la cuillère avec deux de ses collègues juste pour garder le moral un petit peu plus haut que d'habitude. C'est encore un tabou. Enfin, je sais pas en France, mais en Suisse ça l'est encore. On parle pas de ces choses-là, on doit toujours être au top. Et surtout, ce qui est terrible, ce qui est très dur, toi tu es au Darfour, tu vois la situation autour de toi, comment toi tu peux te sentir mal quand les gens que tu aides, ils sont 15 fois plus mal que toi. Donc tu la boucles et tu fais ton boulot. Non, il faut oser dire que ça va pas. C'est normal que ça va pas. Je veux dire, des fois dans le travail, on est amené à faire des trucs qui sont pas drôles. On a peur, tout le monde a peur. Celui qui dit qu'il n'a pas peur, c'est un menteur. Tout le monde a la trouille, mais tu le dis. Et puis souvent, quand c'est le chef qui le dit, tu te rends compte qu'il y a tout le monde qui a la trouille. Puis le fait de le dire, tout le monde a moins peur. Je ne parle pas de la peur panique, ça c'est dangereux. Mais de dire, moi j'ai la trouille, il faut passer le checkpoint, on va là-bas, c'est pas ce qui nous attend, c'est dur, c'est normal. On ne travaille pas dans un environnement normal, on n'est pas dans un milieu super sûr. Non, on met toutes les chances de son côté. Mais déjà de le dire, ça change tout. Tu vas pas bien? Puis, encore une fois, peut-être que je radote, mais l'avantage qu'on peut t'offrir, moi, je veux dire, tout ce qu'on fait là, c'est ce que j'aurais voulu avoir, honnêtement. Pouvoir appeler quelqu'un qui n'est pas mes collègues, pas mes voisins, pas les gens avec qui je suis, puis juste de dire, mais j'ai la trouille, je commence à voir, j'ai des cauchemars, j'ai tous ces trucs-là qui arrivent, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas? Puis là, tu as un ancien qui va te dire, bah oui, c'est normal, ou c'est pas normal. C'est tellement précieux d'avoir ça. Franchement, moi j'aurais rêvé d'avoir ça, pour poser simplement la question que tu n'oses jamais poser à tes collègues parce qu'ils sont plus anciens, toi tu es le nouveau, tu débarques. Tu te connais. Si tu commences à voir tous ces signes, ou alors tu manges 15 fois trop, ou tu veux plus manger, enfin tous des trucs comme ça, t'as mal à la tête, t'as mal à l'estomac, t'as mal partout, enfin, il faut t'écouter et oser le dire. Et je dirais, bah oui, si t'en es là, si t'as un doute, bah appelle-nous. Vous avez peut-être pu voir, pour c'est bon, je pense que vous avez peut-être pu voir, il y a beaucoup de webinaires qui sont en langue anglaise, mais il y en a beaucoup qui sont en français aussi. Donc vous n'hésitez pas, si vous envoyez en anglais, vous cherchez, vous en trouverez en français. Il y en a quelques-uns, bon, j'en ai fait un, mais il y en a d'autres qui ont été faits en français aussi. Et il y en a sur des sujets qui sont en lien, par exemple, avec ce que tu disais. Chocarta, elle parlait de la sophrologie. Donc Chocarta, c'est une ancienne bioforce qui aujourd'hui est sophrologue. Voilà. Donc elle a fait du terrain comme nous,
saura vraiment de quoi vous parlez. Parce que non seulement il y a l'humanitaire, mais l'humanitaire qui vient d'ici. Et il y en a d'autres dans les équipes qui sont vraiment des humanitaires, voire des humanitaires qui ont des parcours semblables à ceux que vous aurez, puisqu'ils viennent du même endroit. Il y a beaucoup de gens de Bioforce qui ont rejoint notre réseau et qui aujourd'hui qui font autre chose, qui se sont reconvertis, mais dans l'idée après justement de faire du bien à leur père. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez faim, hein? Je peux la poser. J'ai une question, mais je ne sais pas comment la formuler. Je suis très contente de savoir que Bioforce va s'impliquer, va parler de la santé mentale des humanitaires, mais je suis aussi assez choquée de ce que vous dites. J'ai l'impression qu'en fait, c'est tabou d'en parler sur le terrain et que ça ne fait pas partie de la culture de beaucoup d'organisations de parler de la santé mentale, du self-care et tout ça. Parce que moi, j'ai passé 3 ans en Grèce et je travaillais dans les organisations volontaires et ça faisait partie de la culture. Et j'ai l'impression que du coup, cet écosystème des organisations volontaires, elles sont un peu plus avancées. Et du coup, ma question c'était, est-ce que vous pensez qu'il est possible de créer cette culture au niveau de son équipe qui est sur le terrain, malgré la culture plus globale de l'organisation? Tout à fait, et c'est ce qu'on incite les gens à faire. Il n'y a pas de copyright sur ce qu'on est en train de faire. Au contraire, on veut pousser les gens à faire exactement la même chose. Que les gens s'inspirent de ce que fait Co-Create Humanity pour mettre en place leurs propres cellules. Aujourd'hui, bien sûr, on aspire à ouvrir le premier centre de soins pour les travailleurs humanitaires à Genève. On espère qu'il y aura d'autres répliques d'un tel soin à l'avenir, mais qui sera complètement managé par les populations locales. Ce n'est pas nous, occidentaux, qui allons dire à un Rwandais ou un Malien comment est-ce qu'il doit s'occuper des humanitaires de son pays. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait des choses qui se répliquent et que l'idée soit inspirante et que les gens mettent des choses en place. Parce que ça, tout le monde peut le mettre en place. Comme je dis souvent, c'est que la bienveillance, la générosité, hein, c'est comme un mot qu'on a à la maison, mais tout le monde ne l'utilise pas, malheureusement. Et ça commence juste par des petits gestes du quotidien et on ne se rend pas compte que juste de pouvoir offrir un café à quelqu'un et de l'écouter, ça sauve des vies. Nous, on l'a vu avec les humanitaires qu'on a accompagnés, que ce soit des jeunes missions, des gens en mission, des gens en retour de mission, le résultat est assez hallucinant. Même les gens, au niveau de leur posture, au niveau du physique, c'était plus les mêmes après nous avoir rencontrés. Et puis il y en a qui ont été relayés, bien sûr, à des professionnels, mais d'autres ont préféré un accompagnement que par les pairs. Mais comme on dit, nous, il y a une limite dans notre accompagnement, c'est qu'à un moment, il faut qu'on relaie aussi. Parce qu'on n'est pas des professionnels de la santé mentale, et l'idée, c'est toujours d'assurer un lien entre la communauté humanitaire et ces professionnels qui sont là dehors, dont beaucoup ont un parcours humanitaire puisqu'ils se sont reconvertis professionnellement. Il y en a énormément aujourd'hui. Là, si tu permets, je vais réagir avec une triple casquette. Celle de quelqu'un qui accompagne Co-Create, celle de quelqu'un qui a des responsabilités quand même à Bio, et celle de quelqu'un qui a fait sur le terrain ce que tu proposes. Donc, en fait, moi, c'est un peu par hasard. Je pense que vous avez remarqué, je suis un petit peu plus âgé que vous. Donc, sur le terrain, j'étais un peu plus âgé que les équipes déjà. Et j'avais une relation hiérarchique un peu particulière. C'est-à-dire que moi, je travaillais sur plusieurs pays. Donc, j'étais à la fois le N+1 de tout le monde, mais celui de personne. Je n'étais pas le manager direct la plupart du temps. Donc, ça facilitait le contact. Et donc, du coup, j'ai eu quelques collègues au début. Puis après, c'est devenu un petit peu la mode, qui sont venus me confier un petit peu les problèmes qu'ils avaient, parce qu'ils savaient qu'ils étaient bien écoutés. Donc, qu'ils étaient écoutés comme je pouvais. Mais ce que je veux dire, si vous faites ça, c'est très très bien. Mais faites-vous accompagner. Parce que vous allez prendre les traumas de tout le monde, il faut que vous les évacuiez. Donc faites-le, c'est super bien, c'est vraiment une excellente initiative, mais n'oubliez pas de vous faire accompagner. Et c'est là que je rejoins. Et là, vous pouvez rejoindre Co-Create pour vous faire accompagner si besoin est. Et ce que je voulais souligner, c'est que nous-mêmes, nous trois, on a un dispositif psychologique derrière. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on entend, honnêtement, il y a des fois, on se dit, mais c'est pas possible. On n'a même pas envie de faire des gosses quand on entend tout ce qu'on entend. Donc c'est important pour nous d'avoir aussi nos sas de décompression. Donc on a des méthodes et on est accompagné par un psychiatre ou par un psychologue pour tout ce que l'on fait. C'est très très important de rester objectif et de garder la tête froide. Mais surtout, ce qui est génial, c'est que quand on ne le sent pas, quand il y a quelqu'un qu'on ne sent pas, on ne suit pas ou on relaie. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui peuvent réveiller chez nous des traumas. Comme je vous disais,
Co-Create Humanity, on a créé ça sur 3 parcours traumatiques différents. Vous nous voyez, on dirait un groupe de rock. Hein. On est très différents physiquement, même de culture, etc. Et c'est vrai que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, cette complémentarité alliée à 3 parcours traumatiques totalement différents. Et c'est vrai que moi, en tant que femme, j'ai aussi plus de femmes qui m'ont approchée par rapport à certaines thématiques comme malheureusement le viol ou la grossesse après des traumas sur le terrain, etc. Donc il y a beaucoup de choses dont on a pu parler, mais c'est très très important de connaître ses limites, comme disait Patricia Danzi, parce qu'on ne peut pas tout absorber. Si nous on n'est pas bien, on ne peut pas aider quelqu'un. Donc c'est très important de se faire accompagner, et quand on ne sent pas quelqu'un, parce que ça peut arriver, il faut juste dire non, je passe le relais. Voilà. C'est un autre truc qui est important. Souvent, quand on arrive sur le terrain, on vient d'Europe d'ailleurs, on est automatiquement chef d'un tas de monde. Et les petits malins qui vont nous dire « Ouais, mais le chauffeur du Congo, ça fait 30 ans qu'il y a la guerre, lui, ça lui fait plus rien. » Non, c'est pas vrai. Ça, c'est bien une chose qui me heurte toujours. La résilience des super Congolais qui survivent à tout, non, c'est faux. Tout le monde sauf pareil. C'est clair que toi, tu ne peux pas prendre sur tes épaules la misère de tout le monde. Par contre, en tant que chef, il faut aussi être un peu humble. Chef, ça ne veut pas dire que tu sais tout sur le pays, sur les gens, sur tout. Il faut discuter avec ton équipe. Mais souvent, ton équipe, elle va faire ce que toi tu montres. Si tu montres de l'empathie, de la bienveillance, tu leur poses les questions. Bah oui, comment ça marche le Congo? Moi, j'en sais rien, je débarque de Genève. C'est pas parce que je suis chef que je sais tout sur le Congo. Les gens, ils vont causer. Et petit à petit, tu vas mieux comprendre le pays. Tu vas aussi comprendre ce qu'on parle, ce qu'on parle pas, de comment ils font. Et ce qui est assez intéressant à voir, c'est que souvent tu t'aperçois que ce soutien de pair à pair, il existe déjà sous d'autres formes. Seulement on ne le voit pas. Parce que c'est pas notre culture, c'est pas notre truc, mais moi l'exemple typique que j'ai, c'était avec mes chauffeurs au Sud-Soudan. Une fois par semaine, souvent, ils se réunissaient avec 1 ou 2 vieux du village, on faisait le barbecue, on tuait la chèvre et tous ces trucs-là, mais le petit vieux là, il ne connaissait pas l'humanitaire, par contre il avait l'expérience de vie. Et en fait, ce qu'il faisait, c'était un genre de débriefing émotionnel. On posait des questions, on racontait la semaine, on racontait tout ça. Et pour moi, ça a été, c'était super. J'étais plus le chef. Il savait très bien que je suis le chef. Mais si tu dois la ramener toutes les 2 minutes qu'on va t'appeler chef, c'est que tu as loupé ton coup. C'est le respect qu'il faut gagner. Je veux dire, chef, ça ne veut rien dire en soi. Le Congo, tu ne le connais pas, quoi. Je suis pas né là-bas. Par contre, d'avoir ce respect, puis de dire, oui, c'est pas normal ce qui nous arrive. Le convoi, il est passé là, tu vois les animaux en train de crever. On oublie la souffrance animale. Bien sûr, la guerre, c'est moche, mais ne serait-ce que voir un âne crever au bord de la route, c'est pas drôle, c'est pas des choses qu'on voit à la maison. Faut le dire. Et à partir du moment où tu as réussi à créer un climat où tu peux dire, moi ça me choque, quoi. Ça va tout de suite mieux, tu libères la parole. Puis petit à petit, ça va. Et puis surtout, oui, tu te fais accompagner. Si ça va pas, c'est ça qui est précieux d'avoir quelqu'un derrière qui peut te dire, ah ouais, si tu commences à plus dormir la nuit, tu as certains signes qui sont mine de rien récurrents, tu te connais. Mais après, tu sais chez qui demander de l'aide. Et ce qui est vraiment important, c'est que la personne qui vous connaît mieux, c'est vous-même. Les seules barrières qu'on a, c'est aussi nous-mêmes. Donc c'est vraiment, vraiment très important de bien se connaître, de savoir pourquoi on a envie de rentrer dans le secteur humanitaire. C'est un job qui vous change. Vous n'allez pas rentrer le même ou la même. Et c'est ça, c'est très important de le prendre en considération. Mais où que vous soyez déployés, vous, jeune génération d'humanitaires, comme on vous l'a déjà dit, on sera là pour vous accompagner et on espère vraiment que toutes les autres générations auront aussi ce soutien qui est crucial. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On aurait bien aimé vous emmener tous à Genève pour notre grand concert du 14 décembre, c'est un peu loin. Gilles sera sur scène avec moi et avec le conseil administratif de la ville de Genève pour le discours d'ouverture. C'est pour ça qu'on a mis quelques affiches ici, mais on aurait bien voulu tous transposer là-bas, mais promis, on viendra faire quelque chose à Lyon. Donc